Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrice Martin-Lalande pour le groupe UMP. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en France, faute d'un accès suffisant aux soins palliatifs et en dépit des progrès de ces dernières années, on continue trop souvent de mal mourir. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, grâce au remarquable travail d'Alain Claes et de Jean Leonetti, a donc pour objet de compléter les acquis de la loi Leonetti du 22 avril 2005. Ce texte marque, le texte que nous examinons aujourd'hui, un progrès équilibré entre des avancées individuelles et des garanties contre d'éventuelles dérives, notamment le risque d'euthanasie déguisée. Cependant, certaines conditions doivent encore être réunies pour réussir sa mise en œuvre. D'abord, les avancées individuelles. De nouveaux droits sont créés, ça a déjà été actuellement évoqué, en faveur des malades en toute fin de vie. Le droit d'accéder à la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Et aussi le droit de voir ces directives anticipées devenir plus contraignantes pour l'équipe médicale sous certaines conditions. La reconnaissance de ces nouveaux droits parachève, je cite l'exposé des motifs de nos rapporteurs, cette longue marche vers une citoyenneté totale, y compris jusqu'au dernier instant de la vie. Marche entamée depuis la loi du 4 mars 2002 et celle du 22 avril 2005 dont j'ai déjà parlé. Ces avancées répondent mieux aux préoccupations des acteurs prioritaires de la fin de vie. Le droit du malade, d'abord, à disposer de lui-même, alors qu'il est confronté à la question existentielle des conditions de sa fin de vie. Ce droit, donc, est mieux préservé par la proposition de loi. Pour le soignant, confronté à la question éthique de sa pratique clinique, il va disposer, lui, des outils et des consignes pour préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès du patient. Ensuite, cette proposition de loi comporte des garanties contre d'éventuelles dérives. Non seulement elle exclut l'euthanasie, mais encore elle s'intègre pleinement dans la culture palliative issue des pratiques d'accompagnement et de soins. Le champ d'application de la sédation profonde et continue jusqu'au décès est limité. Elle reste un traitement exceptionnel, réservé aux malades atteints d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court terme et souffrant de symptômes physiques et psychologiques réfractaires qui ne peuvent donc être soulagés autrement. Ce traitement exceptionnel a vocation à soulager et pas à tuer. Seul un soulagement de la souffrance est recherché, excluant donc la provocation intentionnelle de la mort. Il s'agit de dormir avant de mourir, pour reprendre l'expression employée, je crois, par Jean Leonetti, et de dormir plutôt que de souffrir. Le caractère contraignant des directives anticipées n'est pas absolu. Le médecin peut décider de ne pas les appliquer en cas d'urgence vitale ou si elles sont manifestement inappropriées. Dans ce cas, il demande l'avis d'un autre médecin et doit motiver sa décision. Plusieurs conditions me semblent devoir être réunies pour réussir la mise en œuvre de ce texte. À la mi-février, j'ai organisé en Loir-et-Cher avec Jean Leonetti, que je remercie encore d'être venu dans notre département, une concertation avec plus de 250 participants dans un centre hospitalier, puis après ça dans une salle avec de nombreux participants, membres des professions de santé, donc une concertation sur les enjeux législatifs de la fin de vie. Les principales interrogations ont porté sur la culture et les moyens nécessaires pour permettre le développement des soins palliatifs qui ne sont, cela a été rappelé, accessibles qu'à 20% de ceux qui en ont besoin. Je veux mentionner ces interrogations car elles sont importantes pour notre débat. Et il faut espérer, Madame la Ministre, que le plan triennal, vous avez annoncé les grandes lignes tout à l'heure, apportera les réponses indispensables. D'abord, quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour dégager les moyens budgétaires du développement des soins palliatifs? Envisage-t-il, par exemple, dans le cadre de la prochaine loi de santé, d'intégrer les actes d'accompagnement dans la tarification médicale de la politique de soins? Comment le gouvernement compte-t-il mieux promouvoir la culture palliative hors de l'hôpital? Prévoit-il d'inclure dans la formation des étudiants en médecine un enseignement obligatoire sur le traitement de la douleur, ainsi que de mettre en place une formation continue dédiée à ce sujet pour les médecins en exercice? Envisage-t-il le gouvernement de développer la présence d'infirmiers palliatifs dans les EHPAD médicalisés? Et plus globalement, quand le gouvernement fera-t-il de la culture palliative une cause nationale prioritaire? Pour conclure, je crois que cette proposition de loi apporte des réponses satisfaisantes à la lancinante question de l'amélioration des conditions
de fin de vie et du droit de ne pas souffrir avant de mourir, tout en restant maître de la fin de sa vie. Un équilibre est trouvé entre les valeurs de liberté et les valeurs tout aussi fondamentales de protection des plus vulnérables, nul ne pouvant enlever la vie à un autre, comme l'a rappelé Jean Leonetti. Mais ce texte d'équilibre n'aura sa pleine efficacité, j'en suis convaincu, que si nous savons accomplir la véritable révolution culturelle du soin palliatif. Je vous remercie.